La France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis que les missiles fusent de part et d'autre entre l'Iran, Israël et les États-Unis, Donald Trump a repoussé son ultimatum envers l'Iran hier. S'ils ne font rien d'ici mardi soir, a-t-il dit, ils n'auront plus aucune centrale électrique et aucun pont ne tiendra debout. Donald Trump réclame la réouverture du détroit d'Ormuz. Mais comment comprendre cette escalade des tensions et jusqu'où peuvent-elles aller? On en parle avec Emmanuel Razavi, auteur de Paris-Téhéran, le grand dévoilement, paru aux éditions du Cerf. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Emmanuel Razavi, merci à vous d'être en direct à l'antenne aujourd'hui. Je vous ai reçu il y a quelques semaines justement à la sortie de votre ouvrage Paris-Téhéran, le grand dévoilement. Il s'avère, cher Emmanuel, que certains chapitres de votre ouvrage seraient prémonitoires et que le scénario que vous pressé, je vais dire, et serait en train de se mettre en place. Ma question aujourd'hui, elle est loin de celle que je vous aurais posée il y a 15 jours ou 3 semaines. Il semblerait que ce conflit tourne, on va dire d'une expression populaire, au vinaigre, en tout cas pas à l'avantage du président des États-Unis, même si la puissance américaine maintient son efficacité avec la récupération du pilote. Ce que nous disent, ce que l'on peut avoir de témoignages, soit d'Iraniens qui s'expriment, qui arrivent à s'exprimer, ou d'Iraniens qui sont ici réfugiés en France, et vous-même vous les côtoyez en permanence, il semblerait qu'il y ait peut-être pas un resserrement de l'opinion publique, mais enfin, le peuple iranien se ressoudrait, se sentant victime de l'agression étrangère, se ressoudrait peut-être pas forcément autour du régime, mais se ressoudrait autour de l'image de l'Iran, de la souveraineté de l'Iran, et surtout que les gardiens de la révolution auraient réussi à mettre un peu les mollahs de côté, et ce seraient eux qui seraient aujourd'hui emparés du pouvoir exécutif réel. Est-ce que ces deux visions ressemblent à la réalité, ou c'est un peu prématuré pour le dire? Alors, écoutez, il y a un peu de tout ça, et en même temps, vous savez, une guerre, en général, ça s'inscrit dans le temps long. On est encore dans un temps, alors je comprends bien, ça fait 35-36 jours que la guerre, en fait, dure, mais à l'échelle des guerres qu'on a pu connaître par le passé, c'est encore un temps qui est un temps court. Et vous savez, il y a toujours une chose dont il faut se méfier, effectivement, c'est la guerre des récits. Et l'Iran, la République islamique d'Iran, elle est passée maître dans l'art, en fait, même quand ça va mal, de dire qu'elle remporte des victoires et que donc les États-Unis ou Israël s'enliseraient en fait au Moyen-Orient et dans le Golfe notamment. En tout cas, le régime tient. Il souffre, il subit des coups, et le régime tient, et ils n'ont pas l'air du tout déstabilisés. Alors, déstabilisés si, parce que aujourd'hui, si on reprend précisément en fait les objectifs israéliens et américains, vous avez vu que sur des centaines de frappes quand même, les états-majors ont quand même été endommagés. Vous avez simplement les infrastructures militaires, qu'elles soient aériennes. La marine iranienne, elle a été quasiment complètement en fait détruite. Ils n'ont plus en fait d'avions, quasiment non plus en capacité en fait de mener des opérations militaires aériennes d'envergure. Donc, ça veut dire quand même que globalement, si vous voulez, la puissance militaire, si je puis dire, le succès tactique en fait et opérationnel pour parler clair, il est plutôt du côté en fait de l'armée américaine et de l'armée israélienne. Là aujourd'hui en fait, où un certain nombre de gens se posent évidemment des questions, c'est sur la stratégie en fait américaine, notamment en fait dans le détroit d'Ormuz, parce que justement comme la République islamique aujourd'hui est affaiblie, et je reviendrai sur les Iraniens de l'intérieur, avec qui il est difficile de communiquer, mais je le dis pour vos auditeurs, je suis d'origine iranienne et évidemment, comme beaucoup de gens de la diaspora, et en tant que journaliste, je parle évidemment avec l'Iran, même si c'est, il faut le dire, de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, si vous voulez, le fait que la République islamique soit très affaiblie, que ses structures, et vous avez raison, les mollahs, c'est pas tant eux qui tiennent le pouvoir, d'ailleurs ils ont toujours été très divisés, factuellement parlant, mais de toute façon l'arsenal militaire aujourd'hui il est aux mains en fait des gardiens de la révolution, mais ce qui est pas tellement nouveau, disons qu'ils affirment aujourd'hui concrètement, je dirais, leur pouvoir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, l'Iran n'a plus qu'une arme, je dirais, à la République islamique d'Iran, qui est l'arme géographique. Cette arme géographique, elle s'appelle le détroit d'Ormuz, qui est quelque part une arme de destruction, commerciale massive, parce qu'en bloquant évidemment le détroit d'Ormuz, elle cherche à créer, ce qui est déjà un peu le cas d'ailleurs, une crise économique internationale, mondiale, majeure. Donc de toute façon, il y a aujourd'hui un sujet sur le détroit d'Ormuz, mais encore une fois, je pense qu'il est important de faire la séparation entre les deux choses. Emmanuel Razavi, si le régime n'est pas si affaibli que ça, excusez-moi de vous interrompre, si le régime n'est pas si affaibli que ça, si l'opération tactiquement parlant américano-israélienne a porté ses fruits, comment se fait-il que le régime iranien peut encore bloquer le détroit d'Ormuz et bloquer l'économie occidentale? Voilà. Mais
Vous avez raison de poser la question, Perico, mais je vais vous répondre à nouveau la même chose que je viens de vous dire, c'est que c'est justement parce qu'il est affaibli qu'aujourd'hui, mais c'est le cas de toutes les guerres du Vietnam, enfin, comment dire, à aujourd'hui, c'est que les milices, il faut jamais oublier que la gardien de la Révolution, c'est pas une armée conventionnelle, c'est une milice qui est spécialisée en fait dans tout ce qui est en fait guerre asymétrique. Donc évidemment, ils utilisent en fait la géographie contre les puissances en fait qui aujourd'hui en fait les attaquent. Mais on peut pas dire aujourd'hui que le régime iranien n'est pas affaibli, parce que pour le coup, ce serait une contre-vérité. Enfin, moi, en tant que journaliste, je peux pas dire ça, et je travaille sur le sujet de façon documentée. Je sais que c'est répété à l'envi sur les plateaux de télévision en France. Non, mais on n'a pas, on n'a pas la preuve. Enfin, on n'a pas la preuve d'un effondrement. Non, on n'a pas la preuve. Il n'y a pas de manifestation parce que les gens sont terrorisés à l'idée de manifester. Et je pense pardonnez-moi, vous avez vu à Ispahan. Non, je suis désolé. Le pilote, revenons à l'histoire du pilote, en fait, qui a été secouru, ces dernières 48 heures, du pilote américain, qui s'était crashé, en fait, en Iran. Vous avez des gens qui ont bloqué les rues en fait à Ispahan pour empêcher les forces de l'ordre d'aller en fait le traquer. Enfin, on peut pas dire aujourd'hui qu'il ne se passe rien à l'intérieur du régime. Le régime, il est très abîmé. Enfin, c'est pour moi la première fois d'ailleurs, je dirais, dans l'histoire quand même. Enfin si, ça me rappelle un peu 1978. Vous savez, l'ayatollah Khomeini qui parlait de démocratie, alors que dans le même temps, il avait écrit qu'il installerait en fait une théocratie et un État totalitaire. En fait, on est en train de raconter une chose qui est quand même dingue, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer en fait que la plus grande puissance militaire au monde, qui est les États-Unis, qui commet des erreurs stratégiques, je vous dis pas le contraire, le détroit d'Ormuz en est probablement une, donc vous voyez là-dessus je vous rejoins, mais pour le reste on peut pas dire en fait qu'il y a un enlisement. Le régime iranien Emmanuel Razavi, il n'a pas remporté de conflit. Emmanuel Razavi, la grande puissance a perdu toutes ses guerres, elle a perdu toutes ces guerres devant des peuples désarmés, devant des peuples soi-disant désarmés, ou des talibans. Mais vous faites déjà le match avant la fin. Non, donc, excusez-moi, je peux pas non plus factuellement l'Iran, vous le savez mieux que moi, n'était pas le Sud-Vietnam, n'était pas l'Afghanistan, n'était pas la Libye, n'était pas l'Irak. C'est une vraie puissance de 80. Vous avez raison. Et vous savez que c'est une grande nation et que les mollahs et les gardiens de la Révolution se préparent à cette guerre depuis à peu près 40 ans par un morcellement de la hiérarchie, ce qui fait que ce qu'on appelle la décapitation n'a rien décapité, l'hydre se reconstitue. Ah oui, mais vous répondez à ma place, Perico. Excusez-moi, mais c'est pas la peine de m'interviewer si vous faites en fait le scénario à ma place. Moi, je suis un journaliste spécialiste de ces causes-là. Est-ce que ce que je viens de vous dire semble plausible? Je suis pas du tout sur votre ligne. Est-ce que ce que je viens de vous dire semble plausible pour expliquer le non-succès des Américains et la non-disparition? Vous cherchez à me faire dire, vous ne parlez que de non-succès, Perico, vous cherchez à me faire dire que les Américains ont déjà perdu. Or, je vous dis que la guerre, elle n'est pas finie, qu'on ne peut pas en fait avoir le résultat du match avant qu'il soit terminé. Vous voyez, moi j'essaie de rester objectif. Emmanuel, on est bien d'accord. Stratégiquement, il y a aujourd'hui aussi une problématique stratégique dans le détroit d'Ormuz, mais pour autant, il faut arrêter de penser que le régime des mollahs, si vous voulez, il va très bien parce qu'on a l'impression de n'entendre que ça en France. Et moi, je suis désolé, c'est pas du tout. Et du reste, avec les Iraniens avec lesquels je parle, il va pas bien du tout. Il est confronté à une situation absolument tragique. Il se maintient par la violence, par la menace, par la mort, mais il se maintient quand même. Bien sûr. Et il bloque le détroit d'Ormuz. On est sur une échelle courte, Perico, encore une fois. 35 jours de conflit. Enfin, vous êtes suffisamment, documenté sur l'histoire. Bah oui, bien sûr. Des missiles tombent encore sur Israël. Enfin, bien sûr, y compris sur des pays voisins. Ça s'appelle la guerre. Et ça vous a pas échappé. Donc, ils n'ont pas été neutralisés comme le président des États-Unis annonce tous les quarts d'heure. Ils n'ont pas été neutralisés. Mais moi, je vous ai jamais dit qu'ils avaient été neutralisés. J'en conviens. Ça s'inscrit dans le temps long, cher Perico. Et que donc, vous pouvez pas me faire dire que déjà la guerre est perdue par les Américains. Alors non, je dis que ça tourne dans mal. Le temps long ne peut pas. Mais en quoi, excusez-moi, le détroit d'Ormuz, factuellement, géographiquement, oui. Si les bombardements, alors moi, je vais vous donner un scénario qui peut être intéressant et dont personne ne parle sur les plateaux de télévision en France ou à la radio. Aujourd'hui, vous avez des groupes, en fait, d'opposition qui sont laïques, qui sont démocratiques à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur. Pourquoi aujourd'hui ne pas imaginer, à un moment donné, il faut le souhaiter, en tout cas, je sais que c'est dans les cerveaux de certains spécialistes aux États-Unis, à Washington, utiliser ces forces d'opposition à l'intérieur du pays, d'accord, les armer éventuellement, c'est pas moi qui dis de le faire, moi j'ai aucune légitimité pour dire qu'il faut armer les gens, mais en tout cas c'est aujourd'hui en fait dans les cerveaux à Washington et à la Maison Blanche pour aider, si vous voulez, à une offensive intérieure via les oppositions et le peuple iranien, parce que évidemment il faut que le peuple iranien participe de toute façon à ce renversement en fait du régime, mais il ne peut le faire qu'aider évidemment par les puissances extérieures que sont les États-Unis et Israël. Et je voudrais d'un mot conclure sur une chose. On ne peut pas dire aujourd'hui, vous avez raison de parler de nationalisme iranien,
Mais moi, tel que je le vois quand je communique avec l'Iran, encore il y a hier, le nationalisme iranien, il se traduit aujourd'hui contre le régime des Mollahs, qui est considéré comme un régime d'occupation, parce que inspiré par les frères musulmans égyptiens. Il faut revenir à l'histoire. Donc les Iraniens, ils pensent pas du tout aujourd'hui. Mais c'est pas une adhésion au régime, c'est une solidarité du peuple iranien se sentant agressé. Mais je sais pas qui vous dit ça. Moi, j'ai pas ça comme information quand je vous pose la question. Est-ce qu'on risque Ah non, mais je vous réponds. Deuxième. Non, enfin, il y a forcément des gens. Il y a les rentiers du régime, bien sûr. Vous avez la base du régime qui continue à le soutenir. Il y a les gens qui vivent du régime, mais ils sont une minorité aujourd'hui en Iran. Ils sont peut-être 10 à 15%. En revanche, globalement, la majeure partie des Iraniens veut se débarrasser du régime. En revanche, ce qu'elle ne comprend pas, et là ça rejoint peut-être ce que vous dites, c'est que les Iraniens s'interrogent sur le plan politique des Américains notamment, à l'issue en fait de ces bombardements, à l'issue en fait de l'intervention militaire. Oui. Voilà, c'est quoi le projet politique, c'est quoi l'alternative aujourd'hui pour l'Iran qui pourrait être supportée. On entend aussi des voix, Emmanuel Radzavi nous expliquer que lorsqu'un missile américain ou israélien tombe sur Téhéran, il y en a qui font la fête en disant « Ah, ça y est, les libérateurs arrivent ». Il semblerait que tout n'est pas partagé de la même façon par la population iranienne. J'ai une autre question. Non, vous avez raison, mais je suis le premier à le dire d'ailleurs. La peur est là dans les bombardements, vous le savez. Dans les bombardements, moi j'ai couvert suffisamment de guerres pour savoir que les populations, quand elles sont sous les bombardements, elles ont peur. Après, tout dépend des endroits où l'on vit. Ce qu'on vous raconte des gens qui dansent, c'était au tout début, parce que les gens avaient effectivement l'espérance que ça aille très vite. Mais moi, les gens avec lesquels je parle, ils cachent pas le fait qu'ils ont peur sous les bombardements. Quand on arrive à leur parler, d'ailleurs, c'est très compliqué. Et quand on arrive à leur parler, c'est très court. Bien sûr. Donc ça, c'est une réalité aussi. Pour autant, ça n'empêche pas l'espérance de voir ce régime tomber. Évidemment. Emmanuel Radzavi, est-ce que les gardiens de la révolution qui provoquent les États-Unis en disant « Venez, on vous attend », est-ce que leur calcul ne serait pas de dire si à un moment donné, les États-Unis et Israël, en tout cas le président Trump, sont obligés de passer par une intervention au sol avec un débarquement de djihadistes et de marines sur le sol iranien. On sait évidemment qu'il y aura inévitablement des morts. Alors est-ce que 30, 50, 1000, 2000, 3000 ? Et on sait que si des cercueils repartent aux États-Unis, Trump sera déstabilisé. Est-ce que le calcul des gardiens de la révolution pourrait être de pousser les Américains à une intervention terrestre pour qu'il y ait cet impact évidemment politique ensuite? Alors, je vais vous répondre c'est un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. Non, mais oui et non, parce qu'ils peuvent tout à fait attirer les forces militaires américaines sur leur territoire. Enfin, il y a déjà des forces spéciales, on le sait, parce que forcément, ils auraient l'avantage en fait du terrain. Mais à l'inverse, le fait que des Américains organisent une opération en fait militaire sur le sol iranien, ce qui n'est pas encore le cas, en tout cas de façon importante, ça pourrait leur permettre d'armer les populations, d'armer les groupes d'opposition et d'avoir une force, vous savez, un peu comme la résistance en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc avoir une force supplétive en fait armée à l'intérieur du pays qui connaît parfaitement en fait le terrain. Il ne faut pas oublier que l'Iran, encore une fois, c'est un pays en fait de tribus, d'ethnies. Vous avez des gens aujourd'hui parmi l'ensemble de ces tribus, de ces ethnies, qui sont farouchement hostiles à la République. Donc ça serait les forces iraniennes de l'intérieur. Vous imaginez? Alors ça pourrait être ça. Voilà. Alors je dis que c'est un scénario possible et qu'à l'heure où on se parle, enfin, il est un peu dans les têtes, dans les cerveaux d'un certain nombre de conseillers à Washington. C'est pas trop tôt parce qu'on peut se demander pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt, pour être très clair. Et là, ça rejoint ce que vous me disiez tout à l'heure sur évidemment peut-être la faute stratégique, mais ça peut être. Je dis pas que ça va se passer comme ça. Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin. Je vous dis qu'en tout cas, ça fait partie des scénarios qui sont mis sur la table. Or aujourd'hui, on entend beaucoup le fait que s'ils vont sur le terrain, ils vont vivre un nouveau Vietnam. Mais dans les faits, on ne le sait pas parce qu'il y a une très grosse partie de la population, encore une fois, qui est plutôt ouverte à une coopération avec les États-Unis. Emmanuel Radzavi, nous nous sommes lancés un certain nombre de défis, vous et moi, depuis 10 minutes. On prend rendez-vous pour savoir. Non, alors c'est pas à Paris, évidemment, c'est une tragédie. Non, je serais ravi de vous avoir à nouveau pour savoir si la chose évolue un petit peu comme vous l'espérez et comme on l'espère tous, ou si au contraire elle se complique. Et voilà. Et je serais ravi de vous avoir encore à l'antenne pour éclairer nos consciences et nos informations. Bonne journée et merci d'avoir répondu à notre appel. Merci Emmanuel.